No one has a greater stake in the outcome of events that are unfolding today than your generation. It's inspiring to see you devote your time and energy to help the United States seize the historic changes sweeping the Middle East and North Africa. It's a moment of great challenge, but also a moment of opportunity for greater peace and security for the entire region. I intend to work with you to seek a peace that will address our security concerns. Incredible new video just into our newsroom of a massive twister hitting central Oklahoma. Rick has been watching. Oh my God! Back up! Oh no! Hey! Forever change along the state's flood zone. Here, he and his crew were on the ground in central Oklahoma. He is also a severe storms researcher. Tim, welcome. Alors, ce qu'il faut se poser comme question, vraiment, c'est à savoir si ce que Morrison nous parle, que bon, toutes les comètes, donc incluant les comètes périodiques, produisent toujours du gaz, du CO2 puis de l'eau, eh bien, comment ça se fait qu'on parle pas de dissociation et comment ça se fait qu'à toutes les fois qu'elles reviennent? Parce que là, on parle de sublimation, on parle que l'eau à des températures de 1000 degrés Kelvin, là, oubliez ça, là, c'est de l'eau, elle se décompose par dissociation à ces températures-là, et l'eau n'est plus de la vapeur d'eau. Il ne peut pas avoir de la vapeur alentour d'une comète qui se fait chauffer à proximité du Soleil. Ça n'a aucun fondement scientifique. Moi, je vous amène juste la question, réfléchissez, vous pouvez y réfléchir à cette question-là, mais il est évident que la question à se poser, c'est comment ça se fait que à toutes les fois que la comète revient, elle a toujours des gaz en dedans d'elle à sortir pour faire un beau halo de lumière, et qu'elle peut passer 25 000 fois l'entour du Soleil sur des centaines de milliers d'années, et elle va toujours produire, selon la NASA, selon David Morrison plutôt, elle va produire de la vapeur d'eau et elle va produire des gaz à l'infini. Aucune question à se poser. En plus, elle vous dit que ces petites choses-là, il n'y a absolument rien de dangereux, en parlant des comètes, quand je dis les petites choses, ces comètes-là sont totalement inoffensives. Donc, le gaz qui est alentour, étant donné que ça a des petites masses, ils ne peuvent pas rester alentour de la comète de façon gravitationnelle. Et quand la NASA refuse la nature électrique des comètes, en fait, c'est ce qu'ils vous disent, vous, le public, donc ils n'ont rien d'électrique, ils n'ont rien de dangereux, ils n'ont rien de gravitationnel. Alors, le gaz qui sort à l'extérieur de la comète ne reste pas à côté de la comète, il est éliminé dans l'espace. Ça, c'est ce que David Morrison nous dit. Mais à ce moment-là, comment ça se fait qu'il y a toujours du gaz qui sort de ces comètes-là? Excusez-moi d'insister sur ce fait-là, mais il faut vraiment vous poser cette question-là. Qu'est-ce que le gars nous raconte là? C'est quoi? Moi, je pense que de toute façon, ce qu'ils vont dire au public versus ce qu'ils pensent vraiment, c'est deux choses. Pourquoi ils tenteraient de garder le public dans l'ignorance? Eh bien, c'est à vous de vous répondre à cette question-là et commencer à vous la poser, la question. Et surtout, si cette personne-là vous ment sur un principe comme je vous explique actuellement, jusqu'à quel point on peut faire confiance à cette personne-là qui vous dit qu'il n'y a aucun problème, qu'il n'y aura jamais de cataclysme. Il n'y en a pas 2012 et 2013. Il n'y a pas plus de tremblements de terre. Il n'y a aucune menace finalement d'une comète, peu importe la situation. Alors, est-ce qu'on peut vraiment se fier là-dessus? Vous allez répondre à cette question-là vous-même. On va continuer dans la vidéo de Morrison. Donc, on va fermer le lien pour l'électrolyse de l'eau. On en a terminé. On va retourner rapidement sur la dissociation où on nous dit
qu'on commence à tenir compte de la dissociation des atomes à 1500 degrés Kelvin et plus. J'ai personnellement programmé un logiciel, et évidemment, ça fait quelques années de ça, mais aujourd'hui, ils ont des outils là, beaucoup plus avancés. Mais j'avais programmé un moteur à l'époque, il y a peut-être, je dirais, environ une vingtaine d'années, un logiciel qui nous permettait de choisir peu importe le carburant et notre comburant et d'avoir la température de flamme adiabatique qu'on appelle du produit de la combustion du carburant avec le comburant. Qu'est-ce que c'est qu'un carburant? Qu'est-ce que c'est qu'un comburant? Mais un comburant, c'est le gaz que vous allez utiliser pour compléter votre combustion. Vous pouvez prendre de l'air ambiante. L'air est composé d'azote majoritairement. Vous avez de l'oxygène, vous avez de l'hélium, de l'hydrogène. L'air qu'on respire est composé d'une multitude de gaz en certains pourcentages bien prédéterminés. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'oxygène liquide, de l'oxygène donc pur. Vous allez avoir évidemment, quand vous mettez si exemple c'est de l'huile numéro 2 ou de l'essence, vous choisissez votre carburant. Le carburant, c'est le composé à base de carbone. Vous connaissez évidemment toutes les compagnies, Shell, tout ça, ce qu'on appelle les carburants fossiles. Eh bien, c'est ça les carburants, c'est que pour qu'ils puissent se décomposer, il faut leur injecter un comburant qui est l'oxygène. Dans votre voiture, dans votre moteur à combustion, vous avez un certain apport synchronisé par le jeu des pistons. Et vous avez donc un certain apport, une injection de carburant. Et vous avez aussi une injection de comburant dans des proportions idéales. C'est pour ça qu'on a des moteurs avec des ordinateurs maintenant qui contrôlent. Mais le carburateur avant était un système mécanique qui s'occupait de faire ce mélange-là. Et vous avez donc une explosion, une combustion qui crée une augmentation des pressions et qui crée les pressions dans les pistons, qui crée le mouvement finalement du moteur. Mais donc, comme je vous dis, j'ai programmé un logiciel qui permettait de prendre n'importe quel carburant, n'importe quel composé. Vous avez ici là, des carburants qui sont composés d'une certaine chaîne de carbone, d'hydrogène, d'oxygène. Vous avez C6H10O5, mais vous pouvez avoir C26, H42 au 21. Ce sont des huiles. L'huile numéro 2 va être en moyenne. Vous allez avoir, par contre, exemple, l'huile numéro 2 va avoir une certaine quantité de carbone, d'hydrogène et oxygène à plus ou moins. Et à l'intérieur de ce ratio-là, vous parlez d'huile numéro 2, qui a une certaine viscosité. Mais vous avez plusieurs types. Vous avez du diesel, vous avez de l'huile numéro 6, vous avez le gaz, le jet fuel. Ce sont tous des composés fossiles, mais dont la valeur ici de ratio carbone, hydrogène, oxygène varie. Donc, peu importe, vous rentiez ce que vous voulez comme formule, vous rentiez le comburant, puis ça vous donnait la température de flamme adiabatique. Et ça tenait compte de la dissociation des molécules. Parce que, imaginez-vous, si vous mettez la main à l'intérieur d'une fournaise où on brûle de l'huile numéro 2 avec de l'oxygène, votre bras va se retrouver facilement à l'os. Ça ne sera pas tellement long, vous allez complètement le brûler. Premier, deuxième, troisième degré, c'est une question de secondes. C'est des températures extrêmement élevées qui excèdent les 1500 degrés Celsius et on tient compte à ce moment-là, il faut tenir compte, c'est-à-dire de la dissociation des molécules. On n'a pas de la chimie bien facile à calibrer, que le carbone va réagir avec l'oxygène ici, va se recombiner. Vous avez une démolition des molécules, elles deviennent, il y a une partie de ces molécules-là qui deviennent ioniques, elles se dissocient et vous allez avoir à ce moment-là une température réelle qui va être décalée de la température théorique qu'on doit s'attendre. Et on tient compte à ce moment-là de la dissociation des molécules.